Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr ou au 3628 et dites Bob. Oui, vous pouvez nous contacter car dorénavant, c'est votre radio et comme on le faisait la saison passée, il y aura de temps en temps des libres antennes. Oui. Vous pourrez nous exposer vos rencontres extraordinaires ou vos sentiments, vos réactions face au gouvernement, à tout ce que l'on vit ici ou là. Dans tous les cas, je serai toujours à votre écoute sans aucune censure puisque dorénavant, je suis chez moi, vous êtes chez vous. Alors Bob vous dit toute la vérité, c'est cette année aussi l'occasion d'en savoir plus sur l'argent tel qu'il est dépensé. Et je reçois une femme politique française, militante, elle est porte-parole de Contribuables Associés et ancienne maire du 2e arrondissement de Paris. C'est intéressant parce que vous avez été Benoît Taffin, la première femme à être maire d'un arrondissement à Paris. Hein, voilà. Tout à fait. Donc bravo Cocorico. Bienvenue donc ici même. Je le disais tout à l'heure, il y a un quart d'heure quand je parlais de vous et de votre arrivée. À ce jour, la dette de la France a dépassé les 1700 milliards d'euros, 85% du produit intérieur brut. On marche sur la tête. Et on va dans le mur. C'est ça. Si je peux ajouter cette expression. Ben oui. Parce que rien n'est fait pour changer les choses. C'était déjà le cas à peu près sous les gouvernements précédents. Ça s'aggrave un peu. Et donc, on a à la fois le taux de dépenses publiques, on est quasiment les recordman du monde, derrière le Danemark. On a des taux de prélèvement absolument prohibitifs qui font que les gens s'en vont, pardon. On se demande pourquoi ils quittent la France, on quitte l'enfer. Et on a ensuite une dette abyssale. Ça veut dire que la dépense étant faramineuse, soit on l'alimente par les impôts tout de suite, puis il y a un moment où on peut plus parce qu'on a peur que les gens se révoltent. Et à ce moment-là, c'est la dette qui prend la place et c'est ce qu'on fait depuis 74, il n'y a pas eu un seul budget voté en équilibre depuis 74. Donc ça veut dire que cette dette s'accumule. On a une charge de la dette, c'est-à-dire qu'il y a la dette elle-même et puis il y a les intérêts, il y a ce qu'on paye. Et le poste de la charge de la dette est devenu le premier poste budgétaire dans les budgets. Il est plus important que l'éducation, que la sécurité. Donc c'est de l'argent, excusez-moi, mais foutu en l'air. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on doit... c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser la dette, mais en fait, comme elle est trop importante, il y a trop d'intérêts, donc on rembourse les intérêts, mais on rembourse pas la dette. On rembourse pas du tout la dette et on emprunte puisque le budget est en déficit. Mais oui, totalement. Il y a effectivement un cercle vicieux absolument épouvantable. Il y avait un autre chiffre qui est assez frappant, c'est qu'à peu près la totalité du produit de l'impôt sur le revenu est à peu près équivalent au paiement de l'intérêt de la dette. C'est hallucinant. J'ai lu quelque part où j'ai entendu que chaque Français avait une dette de 28 000 euros à peu près, par habitant. Je crois que c'est ça. Hein. Alors on dit souvent nous par bébé kiné, c'est-à-dire un bébé kiné, donc c'est par habitant. Il a déjà les 29 000 euros de dette sur le dos. Et ce qui est incroyable, c'est quand on a commencé à Contribuables Associés à soulever ce problème, qui n'était pas à l'époque, que personne n'en parlait. Donc quand on a commencé, ça devait être à mon avis en... Qu'est-ce que je dirais, dans les années 2000, on était encore en francs, on était à 19 000 francs par berceau. Donc on est passé de 19 000 francs à 29 000 euros. C'est un peu ce qui s'est passé avec la baguette de pain. On est passé de 1 franc à 1 euro, quoi, en fait. C'est ça. Parce que le problème dans tout cela, et là, je sais qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont un peu comme moi, qui pensent que l'euro a été une connerie. Alors, je trouvais intéressant d'avoir une monnaie d'échange et de travail. Mais De Gaulle, elle existait, hein, cette Europe, hein, puisque De Gaulle l'avait instaurée, cette Europe de business. Le problème, c'est qu'ils nous ont imposé quelque chose aujourd'hui. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je suis citoyen. Moi, j'ai aucune couleur politique. Si je me dis que moi, j'entends que des gens me dire, putain, depuis que l'euro est passé, mais j'en prends plein la gueule. Alors, c'est vrai qu'on a des choses qui ont baissé. On va acheter aujourd'hui une chaîne IFI, ça vaut vachement moins cher qu'il y a 15 ans. Mais en même temps, quand vous achetez les denrées obligatoires, quand vous avez un kilo de tomates à 7 euros, on se dit, mais est-ce que vous auriez acheté ce même kilo de tomates à 40 francs? Vous auriez crevé les yeux du vendeur, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Alors, nous, et moi en particulier, on n'est pas du tout spécialiste monétaire. Mais je pense que votre problème de l'euro, il est relié à notre thème majeur qui est la dépense publique. C'est que les
pays n'aurait pas tant de problèmes monétaires s'ils ne s'étaient pas endettés. C'est-à-dire les pays qui n'ont pas de dette, qui n'ont pas de créanciers, qui les guettent, ils ont beaucoup moins de problèmes monétaires. On a vu les problèmes de la Grèce, c'est parce qu'ils sont totalement endettés. Et eux payaient pas d'impôts du tout. Le problème il est là. Donc. Eux ils avaient un mois. Oui, ils étaient assez particuliers. Mais les deux sont liés. Si vous voulez, un pays sain, qui a une économie saine, qui ne traîne pas une dette, qui a une dépense publique raisonnable, qui fait que les citoyens sont contents d'y rester, sont contents d'y travailler, produisent un PIB un produit intérieur brut qui augmente, à ce moment-là, le problème monétaire devient beaucoup moins important. Parce que moi, il y a un truc. On a pris la crise, elle venait des subprimes. Tout le monde a annoncé, c'est les subprimes, c'est les Américains, comme d'habitude. C'est-à-dire que quand ça va bien, c'est les Américains, quand ça va mal, c'est les Américains. Visiblement, eux, ça va bien en ce moment parce qu'ils sont revenus un peu dans la course, alors que nous, on n'arrive pas. Pourquoi l'Europe, elle est vieille? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous qui êtes dans la politique, vous qui êtes au cœur de ces problèmes, pourquoi on n'arrive pas? Qu'est-ce qu'il faudrait? Vous, à contribuable associé, j'imagine que vous réfléchissez à tout ça. Vous vous dites, merde, il y a bien un mec qui va à un moment donné monter au créneau, qui va nous sortir de cette mouise, ou est-ce qu'on est cuit? Alors, j'oserais pas dire qu'on est cuit, sinon je serais plus un contribuable associé et je continuerais pas à passer des heures à essayer de me battre pour que les choses changent. Et comme on est quand même complètement dans le politiquement incorrect, on a des relations avec les hommes politiques, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile. Donc, si on le fait, c'est que bien évidemment, on pense que il est extrêmement important de faire prendre conscience aux citoyens de ce qui se passe. Mais il y a un gouffre entre la prise de conscience des citoyens depuis plus de 20 ans qu'on existe. 22, si je me trompe pas. Il y a eu une prise de conscience incroyable. Notre premier slogan, c'était trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Ça paraît d'une banalité incroyable maintenant. Et ben vous savez qu'à l'époque, les hommes politiques pouvaient annoncer qu'ils allaient baisser les impôts sans annoncer qu'ils baissaient les dépenses. Tout le monde le gobait. Or en fait, si on baisse pas les dépenses, ça veut dire qu'on augmente un autre impôt. Tout ça pour dire qu'il y a une prise de conscience. On parlait du problème de la dette. Maintenant, tous nos thèmes, entre guillemets, j'ai envie de dire, sont un peu pillés parce que. Mais quand on les a mis sur la table il y a 22 ans, on était des dangereux terroristes. C'était donc il y a une prise de conscience. On a beaucoup de courriers de nos membres. On s'aperçoit que les gens réfléchissent. Ils considèrent pas que la dépense publique est la solution à tout. On considère même maintenant que c'est souvent le problème. Et c'était pas gagné il y a 20 ans. Quand ils voient une affiche avec ici le département investi pour vous, je crois qu'on leur a fait comprendre que c'était eux qui investissaient pour eux, parce que l'argent public ça n'existe pas, l'argent de l'État, l'argent du département, l'argent de la région c'est celui des contribuables. Bien sûr. Donc il y a toute une prise de conscience qui me semble-t-il est bénéfique. C'est d'ailleurs notre plus grand succès. C'est notre plus grand succès. Parce que je pense que le salut viendra peut-être du peuple. À un moment donné, il va se réveiller ce peuple. Il faut qu'il se réveille. Alors il y a en face le monde politique et administratif. Qui en France est d'une lourdeur incroyable et qui vit de la dépense publique. Et je pense que là, entre la prise de conscience des citoyens et tout ce monde politique et ce monde de fonctionnaires, on a un nombre de fonctionnaires bien plus important que la plupart des pays équivalents. Je suis pas sûr qu'on soit mieux administré pour autant. Donc, si vous voulez, il y a une lourdeur extraordinaire qui fait que je pense que c'est pas encore gagné. Parce que moi, vous parlez de fonctionnaires. Il y a quelque chose que j'ai appris. Je le savais depuis longtemps, mais c'est vrai que ça m'est confirmé à chaque fois. L'État décide de mettre tant de fonctionnaires. Sauf que la région, elle a le droit d'embaucher des fonctionnaires alors que l'État a décidé de plus en embaucher. Il y a un truc, à un moment donné, je comprends pas. C'est-à-dire que soit on fait les États-Unis, chaque région est un État indépendant et il décide visiblement de se gérer et il fait pas appel au pays, soit on suit un peu ce que le gouvernement met en place. Enfin, et là aussi, on marche sur la tête. C'est-à-dire que n'importe quelle région a le droit d'embaucher le nombre de fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, hein, c'est juste l'image qui est juste assez hallucinante. C'est que je me dis, il y a une ligne directrice qui est donnée par une directive qui est balancée par le gouvernement, et finalement, en région, on l'écoute pas, on fait autre chose. Écoutez, c'est tout le problème des lois de décentralisation qui sont d'une complexité absolument incroyable. Et effectivement, on argue que les régions et les collectivités territoriales ont une autonomie et donc n'ont pas à suivre des consignes qui sont celles du gouvernement. D'où l'explosion des embauches au niveau local pendant qu'on essayait, modestement de faire un petit effort au niveau national. Mais d'un autre côté, vous avez raison de mettre le doigt sur l'absurdité, c'est que près de la moitié des ressources financières des collectivités territoriales proviennent de l'État. C'est on appelle ça la dotation globale de fonctionnement. Bon, un peu savant, mais ils ont leurs propres impôts et taxes.
dont ils choisissent pas d'ailleurs tous les taux et toutes les modalités. Ouais. Et ils ont pris de la moitié de leurs ressources qui sont un reversement de l'État. Donc ils ont à la fois cette liberté de faire, j'ai envie de dire, un peu n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé. D'autonomie. Et en même temps, ils dépendent du niveau national pour leurs ressources. Donc si vous voulez, nous, on est pour mettre les choses à l'extrême, on milite plutôt pour une véritable, à ce moment-là, autonomie, une véritable concurrence, que les collectivités territoriales choisissent leurs impôts, qu'elles choisissent le taux, qu'elles aient des ressources, et au moins elles seraient responsables devant les citoyens, parce que c'est jamais eux quand un citoyen se plaint. Non mais c'est comme si un citoyen voulait à la fois être au chômage et travailler. Il pourrait pas. Non mais c'est vrai. Et ceux qui sont au chômage et qui travaillent au noir aujourd'hui, bah, c'est pas légal. Alors il y en a qui le font, il y en a qui peuvent pas, qui n'ont pas le choix, parce qu'aujourd'hui on est tellement dans la merde que. Mais on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre et le crémier, parce que le problème c'est qu'il faut considérer que toutes ces choses-là creusent la dette. Et donc on est vraiment dans la merde. Donc on va essayer de comprendre tout cela jusqu'à 23h ce soir avec Benoît Taffin, femme politique française, militante, on le voit bien, on l'entend bien dans votre voix, porte-parole de Contribuables Associés. Je propose un petit peu de musique et puis on se retrouve dans un instant. Vous voulez réagir bien sûr comme d'habitude, les réseaux sociaux avec Martin derrière son ordinateur. Vous avez le Facebook Bob vous dit toute la vérité ou encore les Twitter. Les Twitter c'est hashtag Bob Vérité ou modiès Bob Vérité. Tweetez. On est là tous les soirs entre 21h et minuit. Vous en avez assez que l'on vous prenne pour des moutons. Alors, souscrivez à l'offre premium Bob vous dit toute la vérité. Renseignements et souscriptions sur bob-toutvérité.fr. Et je rappelle que c'est en accès libre jusqu'au 16 septembre. Et après, il faudra avoir bien sûr souscrit à l'abonnement pour pouvoir accéder aux nouvelles émissions et à tous les podcasts. En attendant, profitez-en, c'est moi qui régale. Nous sommes avec Benoît Taffin, porte-parole de Contribuables Associés. Dites-moi, quand vous avez travaillé et créé cette association, vous avez commencé à écrire aux hommes politiques, aux gens qui étaient en place. Comment vous avez été perçu? Est-ce qu'on vous a dit, attends, non, c'est des complotistes, c'est des merdeux, ils font chier, c'est ça? J'imagine. Je dis ça quelquefois en plaisantant qu'on était un peu considérés comme des dangereux terroristes, parce qu'effectivement, on mettait le doigt sur des choses dont on ne parlait pas, qui n'avaient rien de scandaleux. Expliquer qu'on était en train de commencer à creuser la dette depuis 74. Vous exposiez. Donc, on a démarré toute notre existence par courrier, parce qu'évidemment, il n'y aurait pas une radio pour parler de nous. Le web n'était pas comme ce qu'il est maintenant. Donc, on a envoyé jusqu'à 2-3 millions de messages aux plus belle époque du courrier. Maintenant, le web a pris un peu le pas. On envoyait 2-3 millions de messages aux Français par an, et on leur disait attention, voilà, l'argent public, c'est le vôtre. Les hommes politiques le dépensent n'importe comment, et on leur demandait très souvent d'envoyer un message aux hommes politiques. Alors, au début, c'était même très amusant. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. On leur demandait d'envoyer un carton jaune ou un carton rouge, comme au foot. Super idée. Et donc, les hommes politiques, la première fois que je suis allée quand je suis devenue présidente à l'Assemblée nationale, je me suis fait mettre dehors du bureau du député que j'allais voir. Et il avait sur son bureau une boîte à chaussures avec nos cartons rouges. J'ai trouvé ça parfaitement insupportable. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ces hommes politiques, Benoît? Vous qui avez été quand même maire du 2e arrondissement de Paris, à un moment donné, parce que moi, bonnet blanc, bonnet, gauche, droite, extrême, machin, tout ça, j'ai l'impression que les mecs se disent, je vois Mélenchon, là, il a pris un créneau, c'est-à-dire qu'il faut gueuler plus fort que les autres. Moi, je suis une génération, j'ai connu Marché, j'ai la sensation que c'est le nouveau Marché, il a la cravate rouge, etc. J'ai pas la sensation, je vote comme tout le monde. Alors moi je suis contre ceux qui disent la démocratie c'est de la merde. Au contraire, moi je me bats pour ça. J'adore que les gens puissent au moins mettre le bulletin. Le moins mauvais système. Exactement. Même s'il n'est pas parfait. Mais même si rien n'est parfait. Mais je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Personne n'est parfait. Mais en tout cas on tend vers cette perfection. Mais je vois les gouvernements successifs. Il y a rien qui change quoi. La dette se creuse. Ah mais ça, là, on le constate nous, puisqu'on est en dehors du monde politique, en tout cas en dehors de la politique politicienne. On est complètement dans la politique, mais en dehors de la politique politicienne. Et donc on voit bien effectivement que un peu bonnet blanc et blanc bonnet, si vous le dites. Et il y a quelque chose de grave, je crois que je disais tout à l'heure, c'est que les hommes politiques et la fonction publique, toute l'administration qui vit de l'argent public. La puissance d'un homme politique, c'est l'argent qu'il dépense. C'est son budget en fait. Un homme politique qui n'aurait plus le pouvoir de dépenser, il n'a guère plus d'existence.
Parmi les libéraux, il y a un Frédéric Bastiat, qui est un auteur absolument fabuleux, qui a imaginé le ministre du Commerce, qui a envoyé une lettre à tout le monde en expliquant que il supprimait sa fonction parce qu'il ne pouvait que faire du mal, et ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était laisser les gens qui créent des richesses les créer. Je cite cet exemple, je ne sais pas si vos auditeurs s'ils connaissent pas Frédéric Bastiat, il faut le lire, c'est vraiment passionnant. C'est un auteur du siècle dernier et homme politique en plus. Donc, si vous voulez, c'est vrai que nos hommes politiques, pour exister, ils vont créer des lois, de plus en plus de lois. On l'a vu aussi avec Bruxelles. On a mis en place une administration qui crée des lois et des règlements. Parce il y a des lois contre les lois, des machins, des trucs. Moi, je sais que alors, vous parlez des lois et là, l'argent dépensé. Parce que, quand même, l'Europe, ça coûte des sous, hein. C'est-à-dire que le Parlement européen, les députés européens, il y a des gens qui y vont une fois par an et qui sont payés, qui ont les salaires, etc. J'ai lu que ils avaient passé mais presque 3 ans pour savoir si une béquille de moto, vous savez, une béquille de moto, elle devait être à droite ou à gauche au niveau européen. On se dit, mais on marche sur la tête, quoi. On se dit, mais merde, quoi. Vous savez qu'on a des exemples aussi, qu'on a cités dans nos publications sur ce qui se passe à Bercy. Ils se sont quand même pris la tête pendant des mois sur les histoires de TVA, qui est un casse-tête absolument incroyable, et sur les taux de TVA, qui augmente. Et il y a une histoire, entre guillemets, un peu macabre, mais très amusante, où ils se sont quand même pris la tête pour savoir si le transport d'un corps de quelqu'un qui est décédé, c'est taxé au transport des marchandises ou au transport des personnes. C'est énorme. Et donc on l'a raconté dans nos publications. Et donc des exemples comme ça, il y en a sans arrêt. Faut bien qu'ils s'occupent tous ces braves gens. Tout d'ailleurs notre combat pour moins de fonctionnaires. D'abord parce qu'ils coûtent cher. On n'a rien contre eux individuellement. On a quelque chose contre la fonction publique en général. Donc non, mais il y en a trop. Peut-être le penser, c'est tout. Il y en a trop. Ils coûtent cher. Il faut qu'ils s'occupent. Donc c'est une catastrophe. Vous disiez Bercy. Est-ce qu'il y a trop de monde dans les ministères? Alors, il y a les fonctionnaires, bien sûr, de notre quotidien. Il faut pas oublier que les gens qui sont des hommes politiques, les gens qui travaillent avec eux sont des fonctionnaires, sont des gens payés par l'État. Dans leur cabinet, ils ont pratiquement que des fonctionnaires. Ils n'ont pas de chef d'entreprise, hein, ça se saurait. Et ces gens-là pensent pour nous, moi, ce que je déteste, c'est ce que c'est les Français veulent ça. Mais non. Moi, tu m'as jamais parlé, Gérard, là, qui est à la télé, tu sais pas ce que je veux. Je déteste ces politiciens qui disent les Français veulent ça. Ils vont pas au contact des Français. Ils vont au contact des Français avec 3 milliards de gardes du corps. Moi j'ai adoré. François Hollande disant je veux prendre le train. Ça coûte moins cher que l'avion. C'était juste symbolique, ça coûtait plus cher que l'avion parce que de toute façon il y a un service d'ordre dans le train qui était juste colossal. Le train était pour lui. Donc on est j'ai l'impression aujourd'hui dans la démagogie. C'est-à-dire qu'en fait on fait des effets d'annonce, il se passe rien. Mais de droite comme de gauche, hein, c'est juste hallucinant. Et que on se dit aujourd'hui que le mec il a 5 ans, la première année c'est l'état de grâce. La deuxième et troisième année, il met des choses en place, et puis les 2 autres années, de toute façon, il est en campagne. Parce qu'il veut être élu. C'est ça ce qui se passe, en fait. Sur les 5 ans, il bosse 2 ans, peut-être? Oh, je suis même pas sûr qu'il soit pas en campagne dès le lendemain de son élection. Qu'il pense à sa réélection, ce qui bloque effectivement beaucoup de réformes possibles. C'est vrai qu'on aimerait, je pense qu'on rêve de la même chose, d'un homme politique complètement détaché de son intérêt personnel, détaché des oukases d'un parti politique, et qui... J'adorerais. En regardant ce qui se passe ailleurs. On fait beaucoup de comparaisons internationales aussi. Elles sont dans nos publications souvent. On fait beaucoup de comparaisons internationales. Et moi, de temps en temps, je me dis, mais pourquoi ils regardent pas ce qui marche ailleurs? Pourquoi ils regardent pas ce qu'ont fait les pays qui ont retrouvé de la croissance, qui ont fait baisser leurs dettes? Il y a des exemples partout dans le monde, des lointains en Nouvelle-Zélande ou au Canada, des tout proches avec l'Allemagne ou l'Irlande. Est-ce que l'Europe nous a pas plombé? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout cela? Est-ce que justement, cette politique européenne, parce que, en fait, elle est à 2 vitesses, cette Europe. On a la sensation que pour certaines choses, on arrive à s'entendre, et pour d'autres, on n'arrive pas à s'entendre. Donc, est-ce que c'est pas plombé par justement, toute cette administration européenne? Je pense que l'administration européenne a compliqué les choses. Je pense qu'il y avait quelque part un grand espoir, puisqu'il y a quand même un certain nombre de règlements qui obligent à la concurrence, à l'ouverture à la concurrence. On pouvait mettre beaucoup d'espoir sur le fait qu'on ouvre à la concurrence la SNCF, notre sécurité sociale, etc. Donc c'est vrai qu'on aurait pu voir un certain nombre d'éléments dans la construction de l'Europe. L'ouverture des frontières, qui est la meilleure des choses qui puissent arriver. Dire les gens qui sont totalement protectionnistes, ils se rendent pas compte qu'en préservant quelque chose, ils sont en train d'en perdre beaucoup d'autres. Donc il y avait certainement un certain nombre d'éléments, mais je crois que les
gens qui l'ont créé, et puis beaucoup de citoyens français, ils ont envie de l'Europe des libertés, qui leur permettent de circuler, ce que vous disiez aussi pour la monnaie tout à l'heure, c'est on va pas changer quand on... Oui, non, mais pour le business, c'est génial, je trouve ça génial. Et on leur a mis à la place une Europe de fonctionnaires, une Europe de réglementation, et c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Et celle-là, je pense qu'effectivement, elle nous plombe plutôt qu'elle nous aide. Vous écoutez Bob, vous dit toute la vérité. Merci, changez rien jusqu'à 23h. Je suis avec Benoît de Taffin. Tous les soirs sur le net, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur ce que l'on nous cache depuis bien longtemps. Alors, Bob vous dit toute la vérité de 21h à minuit. Pour répondre à votre question, ça me va très très bien, Benoît. Ça vous va? Oui, ça va très très bien, Benoît, de vous parler sans langue de bois et ça me fait plaisir. Mais on est à la maison ici, vous inquiétez pas, tout le monde le sait, vous le savez. Alors, l'argent public, toujours au cœur de nos discussions. Je sais que j'ai appris que... quand j'étais môme, on disait tu bosses 10 mois pour l'État, 2 mois pour toi, etc. Là, j'ai vu qu'il y avait plus qu'un mois. Je croyais qu'en fait, on bosse de moins en moins pour nous. C'est-à-dire qu'on bosse de plus en plus pour l'État. C'est vrai ça ou pas? Alors, on a créé, il y a 12 ans, je crois, le jour de libération fiscale. Voilà, on voulait faire quelque chose qui soit compréhensible par les Français. Ouais. Parce que pour prendre les chiffres de cette année, on est à 57,1% de dépenses publiques sur le produit intérieur brut. Ouais. C'est un peu barbare quand on dit ça. Et on s'est dit que ces 57,1%, d'ailleurs, on se l'est pas dit tout seul, un certain nombre d'associations dans les pays anglo-saxons avaient déjà créé le concept. Qu'il fallait le transformer en jour de travail. 57%, si vous le mettez sur 365 jours, ça veut dire qu'on est libéré le 29 juillet. Jusqu'au 29 juillet, en moyenne, il y a des gens qui sont libérés beaucoup plus tôt, entre autres ceux qui vivent beaucoup d'argent public. Il y a des gens beaucoup plus tard, ceux qui arrivent à payer plus d'impôts que ce qu'ils gagnent. Mais en moyenne, en France, on travaille donc jusqu'au 29 juillet pour l'État. C'était un symbole qui voulait faire comprendre ces fameux 57,1% et ça s'aggrave absolument tous les ans. Ouais, c'est pas gagné. Alors, ce qui s'aggrave également, c'est des dépenses qui sont complètement folles, dont on va parler juste après la pause musicale. C'est les ronds-points, alors ça, le rond-point, c'est une spécificité française. Je crois que vous avez plein d'exemples justement de dépenses incroyables. L'aéroport fantôme de Paris-Vatry, 220 millions d'euros. J'ai des chiffres aussi qui sont effarants. Restez donc avec nous. On vous a dit toute la vérité dans un instant. Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Excellente soirée, comme je le disais la saison passée. Si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. J'expose et vous disposez. Et ce soir, j'expose Benoît de Taffin, porte-parole de contribuables associés pour l'argent public. Benoît, depuis plus de 30 minutes maintenant, on commence à parler de quelque chose qui fâche parce que ça touche à notre porte-monnaie. Et ça, c'est vraiment, ça a une incidence immédiate sur le ménage, c'est-à-dire que on peut pas faire autrement. Notre argent il rentre à droite et il sort à gauche ou vice versa. Dans tous les cas, ils sortent plus vite qu'ils ne rentrent. Ça c'est de plus en plus difficile et souvent il est dépensé, mais avec aberration. Je parlais juste avant la pause des ronds-points. Les ronds-points, on est le pays au monde où on a le plus de ronds-points et il y en a même qui sont même pas finis et ça vaut une fortune en ronds-points. Donc pourquoi on fait ça? Alors on peut déjà dire ce que ça vaut peut-être pour vos auditeurs. Alors dans notre dossier qui s'appelait réquisitoire contre les dépenses inutiles des maires, qui était sorti en avril, on a tout un article sur les ronds-points et on appelle ça les taupinières. On n'est pas gentil. Et donc le coût de ces taupinières géantes varie entre 500 000 euros et 1 million. C'est-à-dire 500 000 si on fait uniquement un rond-point avec la voirie, la signalisation. Et puis alors si on met un décor, et ça c'est le grand truc des maires, c'est de mettre des décors faramineux. Qui coûte une fortune acheté à des sculpteurs, des artistes qui se gavent, parce qu'il y a des trucs qui sont immondes et qui valent une fortune, des trucs incroyables, quoi. Et donc on a un certain nombre de photos. Alors c'est vrai qu'on a à Marseille le Pouce, qui est une œuvre monumentale de César. Ok, peut-être qu'on peut dire qu'il est connu et que ça serait... mais ça a quand même été payé par le contribuable. Puis il y a de temps en temps des choses un peu plus discutables et qui font beaucoup il y a des trucs immondes. Il y a des trucs absolument épouvantables. D'ailleurs, je crois qu'il y a des contribuables. Enfin, il y a des gens qui se plaignent justement et qui font
ont enlevé les choses, ça a été acheté et pas eu parce qu'il y a des associations qui disent mais attendez, c'est pas possible qu'on ait ça. On garde ça à l'entrée de la ville parce que c'est juste immonde. J'ai sous les yeux une photo à Saint-Angoël dans le Pas-de-Calais, petit village perdu. C'est quand même une tour Eiffel qui est sur le rond-point à l'entrée. Je vois pas le rapport. On se demande un petit peu pourquoi. Donc effectivement, alors après en matière d'art, on pourrait dire qu'il y a des goûts et des couleurs. L'ennui, c'est qu'effectivement tout ça coûte absolument des fortunes et qu'on est les rois des ronds-points là où on aurait pu mettre peut-être 4 euros. Il y a des endroits où le rond-point est justifié. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des endroits où il y avait des embouteillages. Mais c'est le côté absolument c'est monumental, je crois, qui c'est presque systématique aujourd'hui. Ah bah systématique. Voilà. On tombe même sur un certain nombre de ronds-points où il y a qu'une route qui arrive et qu'une route qui part. Oui, c'est ça. Ouais. Donc alors on se dit que peut-être... Ils disent que c'est pour ralentir en fait, c'est ça. Oui, pour ralentir. Alors ils ont peut-être prévu dans le futur qu'il y aura une ZAC quelconque et on va créer une route à droite ou une route à gauche. Mais on traverse, je suis sûr que vos éditeurs en ont vu, des ronds-points où il n'y a aucune autre route qui arrive. Mais c'est comme les dodanes aussi. Vous savez, il y a des dodanes partout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez plus faire 50 mètres sans qu'il y ait un truc. Mais ça, à la limite, ça ralentit ta voiture. Ça coûte moins cher, partout. Alors nous, il y a aussi un joli nom aussi, les dodanes, des gendarmes couchés. Oui, c'est ça. Ça va faire ralentir. Regardez, ils ont une bonne bedaine. On escale sa voiture en passant dessus. Mais effectivement, ça fait partie aussi des choses parce que je pense que ça fait partie aussi des dérives. On rentre sur un sujet un petit peu différent, mais de ces dérives d'aménagement ou de règlement parce qu'il s'est passé quelque chose dans un endroit en France. Non, mais c'est bien, mais pas de systématisme. Entre les barreaux d'un escalier dans le sud de la France, on refait faire les baraudages de tous les escaliers de toutes les écoles de France dans l'année. Enfin, on a envie de dire qu'un peu de surveillance peut peut-être aussi quelque part aider. Donc ça, je vais dire, je l'ai connu en tant que maire. Donc on a cette espèce de surenchère dans la sécurité et le rond-point en fait effectivement partie. Il y a des chicanes aussi dans certaines villes. Et alors l'aménagement des chicanes, c'est bien évidemment des bordures, un arbre pour que ça soit joli, des panneaux, attention, chicanes, etc. Donc on a mais et je rejoindrai un petit peu ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il faut bien les occuper, tous ces millions de fonctionnaires. Oui, mais est-ce que parce que il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est ça avec ironie. Hein. Oui, j'imagine bien. Il faut savoir aussi que si vous dépensez pas votre budget, il sera moins important l'année d'après. Ah bah tout à fait. Donc fatalement, les gens poussent à se dire, et puis s'ils en dépensent un peu plus, on dit, voilà, on a essayé, mais il faut plus de budget. Donc à chaque fois, on augmente le budget. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est là où on marche sur la tête, parce que le mec qui passe 5 ans là, qui est élu, et qui fait son truc, après il s'en fout, c'est-à-dire qu'il a fait ses 5 ans, il s'en va. Lui, il a vécu comme personne ne vit, parce que les gens qui sont des élus, à une certaine hauteur, quand même, pas n'importe quel élu, parce que le maire de sa commune, c'est un peu compliqué quand même. Il y a des petits maires qui sont des véritables saints, qui se dévouent pour rien du tout. Et on leur a mis en plus des contraintes et des responsabilités énormes, c'est-à-dire qu'il y a un panneau qui tombe de basket qui tombe sur la tête d'un gamin, c'est lui qui est responsable. Alors qu'à un moment donné, si les gamins ont scié le panneau qui se casse la gueule, non, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que être maire, mais pas pour les maires des grandes villes, pas les maires des grandes villes, mais les petites villes, ce qu'on appelle les cumulards, qui sont en même temps députés, maires d'une grande ville. Alors il y a eu des lois qui les ont empêchés d'être en même temps président du Conseil général et député européen, mais il y a beaucoup de cumuls qui font qu'ils vivent bien. C'est une grande bagarre où quand on dit ça et qu'on demande des rendez-vous aux élus, généralement ça les fait grimper au rideau. À part quelques-uns qui au contraire le dénoncent. Jean-Louis Masson qui est sénateur et dénonce violemment le cumul des mandats. Il dit que c'est inutile. On en entend parler depuis 20 ans du cumul des mandats. Ça avance pas. Ça avance pas parce que je veux dire c'est pour eux, c'est bien évidemment. Alors ils prétendent que c'est pour des raisons d'être sur le terrain, mais rien les empêche d'être sur le terrain en tant que députés. Ils seront invités au comice agricole et à l'inauguration de l'école s'ils s'annoncent comme députés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la blague d'être obligé d'être maire pour être sur le terrain. Et donc, je crois que ça les intéresse pour plusieurs raisons. C'est qu'effectivement, le cumul des indemnités est quand même pas inintéressant. Ça, je confirme. Et puis, c'est aussi des filets de protection. Le type qui perd son mandat de député, il est toujours maire. S'il est que député, il va avoir beaucoup de mal à récupérer un autre siège.
Ouais, parce que mine de rien, tout cela mis bout à bout, ça fait des beaux salaires quand même. Et effectivement, moi j'ai lu le budget d'un préfet par exemple et ses frais de fonctionnement. C'est hallucinant un préfet. C'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il faut être préfet dans la vie. Ah oui. Ah, les mecs ils sont logés dans des baraques superbes. Et non mais c'est fabuleux. Ils ont des chauffeurs, des trucs. Enfin, c'est la belle vie, oui. Ah non mais il y a des trucs. Il y a des moments où je me dis mais j'ai loupé mon. J'ai pas pris le bon chemin. Parce que c'est vrai que alors. Je doute pas qu'au début, le mec, il ait voulu faire quelque chose de bien, parce que quand on est jeune, on a un idéal. Et puis je crois que les mecs se font happer, en fait, finalement. Ils se font happer par le système. Et ils se disent, finalement, voilà, la soupe est bonne, quoi. C'est un peu ça, le truc. Je suis persuadé que c'est ça le truc et que c'est évident que c'est pas évident de le quitter. Et puis en plus, ils savent souvent pas faire autre chose. Parce qu'il y a un sujet dont on peut dire un mot un instant, c'est que beaucoup d'élus sont issus de la fonction publique. C'est-à-dire ils n'ont pas géré une entreprise. Ils savent pas faire grand-chose d'autre. Donc le type perd son mandat, c'est une catastrophe pour lui. Je peux dire un mot des sous-préfectures? Bien sûr, bien sûr. On demande souvent aux députés de poser des questions écrites au gouvernement pour essayer d'avoir un certain nombre de réponses. Et on en a fait poser une sur l'utilité des sous-préfectures. À notre époque, le maillage des sous-préfectures, d'ailleurs c'est dans la réponse du ministre, a été fait en 1926 sous Raymond Poincaré. Voilà, donc on vit toujours avec ce même maillage. On est juste en 2013. Donc voilà. La plupart des activités ont été reportées en mairie, les permis de conduire c'est même les auto-écoles, le contrôle du budget c'est maintenant en préfecture et puis en sous-préfecture. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. On supprimerait toutes les sous-préfectures de France, ça serait une économie absolument extraordinaire. Eh ben, pas du tout. La réponse du ministre, c'est effectivement, les services sont peut-être plus tellement adaptés, mais nous allons revoir leur mission. Donc nous gardons les locaux, nous gardons les fonctionnaires, et les sous-préfectures se transformeront en administration de mission dédiée au développement local. D'accord, ce qui veut dire rien. Donc le tout, c'est de bien évidemment garder les locaux, garder les fonctionnaires et ne rien supprimer. Et ne pas faire d'économie. Et ne pas faire d'économie. Donc c'est la réponse du ministre à cette question. Alors il y a quelque chose aussi d'incroyable. Aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. C'est un gouffre financier. J'ai lu quand même. Et c'est pas d'hier. Hein. Écoutez, ça veut dire que les dépenses existent depuis longtemps. 572 millions d'euros, c'est la somme dépensée par la sécurité sociale en 2008 pour le remboursement d'antidépresseurs. C'est-à-dire qu'on est dans en France, 64,6 millions de boîtes d'antidépresseurs ont été vendus en 2006, soit 29 comprimés par habitant. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on est là encore une fois, on peut pas prendre des antidépresseurs tout le temps, il y en a vraiment qu'on en a besoin, mais là c'est énorme, 572 millions d'euros de remboursement d'antidépresseurs. Est-ce que là encore une fois, on se dit mais il faudrait peut-être revoir, parce que on a la sensation, et ça c'est les Toubib. Moi, moi je m'entends très bien avec mon Toubib qui lui prend, je crois que c'est 23 euros maintenant, un médecin de tarif de base, tarif de base, etc. Et à côté de ça, il y a les spécialistes qui prennent 70, 80, 200, etc. D'ailleurs, je peux vous dire une chose là aussi, c'est quand même, on parle de l'argent. Vous voulez avoir un rendez-vous rapide à l'hôpital. Si vous prenez le mec, parce que le mec est obligé de faire des consultations classiques, donc à, je sais pas, 30 euros, 40 euros, je sais pas quoi. Ça, c'est le tarif de base. Lui, il n'y a pas de souci, 6 mois. Vous payez 200 euros, vous avez rendez-vous le lendemain. C'est le même bonhomme, Sauf que, la via classique, c'est 50 euros, la via payante, c'est 200, payante, c'est tout de suite. Là, encore une fois, je me dis, mais le trou de la sécurité sociale, il y a déjà qu'on abuse. Vous savez que j'ai entendu qu'il y a des gens qui se passaient les cartes de sécu, des machins, ça. Bon, on est dans un truc où je me dis, encore une fois, je tape pas sur les gens parce que il y a vraiment des gens qui sont à la souffrance, qui sont à la peine, mais en même temps, est-ce qu'on a toujours les moyens de notre idéal? Vous voyez, la France est un pays d'aide, d'entraide, etc. Je me dis, est-ce que alors les réformes, vous savez que tous les politiciens vous disent que la France est un pays irréformable, parce qu'on n'arrive pas à les faire, parce que les Français sont conservateurs, mais est-ce que on a toujours les moyens de vivre comme on vivait il y a 50 ans, Benoît? Je crois que le niveau de la dépense publique dont on parlait tout à l'heure montre que bien évidemment non. Je veux dire, il y a un niveau de dépense où c'est plus acceptable. Que ça soit par la dette ou par les impôts qu'on la finance, il y a un moment où ça n'est plus acceptable. Et donc effectivement, il faut par tous les moyens trouver des façons de faire baisser cette dépense publique. Alors on peut couper des pans entiers. Il y a des choses qu'on fait qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire. On dit de temps en temps à quoi nous sert vraiment le ministère de la Culture. C'est de la culture qui est organisée par l'État, où
il y a des commissions qui décident qu'un truc est bien, un autre l'est pas. Il y a plein de pays au monde qui n'ont pas de ministère de la culture et où la culture est libre, où elle se développe. Et le pire, c'est les subventions données au nom de la culture. Hein. Moi, j'ai lu des choses. Pourtant, je suis un artiste de base, vous voyez. Moi, j'ai écrit des romans, des machins. Donc voilà, je suis à la Dali, la Sassam, etc. Mais je suis pas subventionné. Mais j'ai lu des trucs. Le musée de la, je sais pas moi, de la chaussette, par exemple. Le mec, il va prendre 600 000 € de budget, de dons. Non, mais il y a des trucs comme ça. Il vous suffit. Et là, vous vous dites, mais où, mais comment on fait, quoi? Je crois que c'était l'Express ou le Point qui avait fait un papier justement sur toutes ces subventions. Mais c'est ça. À la finale, on se dit, mais c'est rien, c'est 600 000. C'est rien, c'est 1 million. Mais bout à bout, c'est des millions d'euros. On est 5 à 6 milliards de dépenses de subventions en France. Donc quand on est en train de chercher, de gratter des coins pour trouver quelques économies, d'ailleurs ça a détruit la vie associative, parce que on crée des associations uniquement pour tendre la main. Où est la liberté? Où est la participation de l'adhérent? Mais on n'a pas reparlé de la sécurité sociale. Je pense que votre remarque était quand même très intéressante. Donc il y a un trou de la sécu, ça fonctionne mal, c'est mal administré. Les hôpitaux, on sait très très bien, sont en déficit, souvent pour des causes de très mauvaise administration. On n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer les infirmières, mais on dit quelquefois qu'avant il y avait un administratif pour 10 infirmières et maintenant 10 administratifs pour une infirmière, ce qui quand même pose un problème. Donc voilà, il y a de la chasse au gaspillage sans remettre en cause la qualité des soins qui sont donnés aux gens. Et puis pour ce qui est parce que les infirmières en plus elles bossent mais de folie. Mais de folie. Mais de folie. Elles sont pas aussi bien payées que ceux qui sont derrière souvent. Mais l'histoire des 10 administratifs pour un sur le terrain, c'est sans doute un petit peu exagéré, mais c'est une image qui n'est pas loin d'être exacte. Donc il y a du ménage à faire, et sur les assurances qui remboursent justement un peu, semble-t-il, n'importe quoi, n'importe qui, selon des critères qui nous semblent absurdes, vous en citiez, je pense qu'il y a... je sais que les gens ont du mal à l'accepter, mais il y a probablement une mise en concurrence possible. Pourquoi est-ce qu'on ne choisirait pas son type de couverture? Il y a des gens qui ne vont jamais chez le médecin quand ils ont besoin d'un sirop pour la toux et qui ne s'assureraient que pour l'hôpital, par exemple. Puis d'autres, au contraire, qui veulent être assurés pour tout. Donc on pourrait, bien sûr qu'il serait obligatoire d'être assuré, ça me semble important. Mais pourquoi on ne mettrait pas une part de concurrence et de choix, et on n'aurait pas cette énorme administration qui a des caisses gérées en dépit du bon sens. Donc il y a sûrement beaucoup de choses à faire en termes de responsabilisation des gens. C'est ce mot que j'avais envie d'utiliser en écoutant ce que vous disiez. On en revient au peuple. On en revient au peuple. À un moment donné, est-ce qu'il ne va pas y avoir... Il faut que le peuple se prenne en main. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait une vraie prise de conscience. Parce que le problème, moi, j'ai la sensation qu'en fait, tout le monde veut que ça bouge, mais que ça change rien pour soi. Vous savez, c'est un peu, j'ai la sensation que, oui, c'est pas bien, machin, tout ça, mais si ça a un impact sur nos vies propres, personne veut... J'ai l'impression que c'est très français. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu, bon, alors je regarde tous les pays, je vois un peu, comme vous disiez, ce qui marche pas. Les Américains ont dit, voilà, on est dans la merde, faut consommer américain. Les mecs ont acheté les voitures américaines. L'économie, les voitures américaines se cassent la gueule. On leur dit, montez au créneau, il faut absolument acheter des voitures américaines. Ils arrêtent Toyota, machin, tout ça, et ils achètent des voitures américaines. Nous, vous dites, il faut acheter français. Ouais, d'accord, mais je vais demander à mon voisin d'acheter une Renault et moi je vais acheter une BM. Vous voyez ce que on est toujours dans la France, on a la sensation que nous, Français, on a envie que ça change, mais pas que ça a un impact sur nos vies. Vous avez pas ce sentiment-là? Écoutez, moi je crois pas que les Français soient génétiquement si différents que des autres. J'ai envie de dire, vous mettez un Suisse en France, il jettera ses papiers gras au bout d'un mois, et vous mettez un Français en Suisse, comme par hasard, il les met dans la poubelle parce qu'il sait qu'il aura un PV. Donc je crois qu'on façonne aussi, bien évidemment qu'on a des différences entre les pays et les peuples et les races, même si on n'a plus le droit d'utiliser ce mot. Donc je pense qu'on est différents avec des plus et des moins partout. Mais je pense aussi que les institutions façonnent les gens. Et qu'en France, on a un État nounou qui nous a rendus complètement idiots. C'est-à-dire que la moindre chose, on pense que c'est l'État qui va nous sortir d'affaires. Et donc, on attend la gratuité pour se soigner, y compris de choses qui ne sont pas des maladies graves, d'où vos antidépresseurs. Donc, il y a eu des bouquins décrits sur cette histoire d'État nounou, notamment par un gars qui s'appelle Mathieu Laine, qui est tout à fait passionnant. Et je veux dire, on nous a appris à ne plus être responsable de rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on a encore appris? Je ne suis pas sûr qu'on soit génétiquement si différent que ça des autres. C'est pour ça que je vous disais, est-ce qu'on a encore les moyens de vivre comme on vivait il y a 30 ans, 20 ans? C'est-à-dire que quand on a de l'argent,
il faut en profiter, que le contribuable en profite, qu'on puisse. Sauf que quand on n'a plus d'argent, on peut plus espérer les mêmes droits qu'avant. Enfin, moi, je suis pour payer les impôts. C'est-à-dire que je trouve que quelqu'un qui paye, je dis toujours, attention, allez à l'étranger, vous verrez qu'on vit dans un sublime pays. Vous tombez dans la rue, il y a un SAMU qui arrive et qui vous emmène à l'hôpital. Les routes sont éclairées. Donc on vit dans un pays formidable. La France est un magnifique pays. Il faut vraiment aller. Il y a plein de pays. Vous allez à Londres, vous n'avez pas la pression de flotte que vous avez à Paris. Non mais vous allez à New York, vous entendez les canalisations qui bam 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 quand vous êtes en dehors des beaux hôtels, je veux dire. Donc voilà, on est quand même dans un pays qui est vachement sympa. Mais je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens, quand on voit les dépenses publiques, de continuer à vivre comme on vivait? Est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement, Benoît? Est-ce qu'il faut réformer? Est-ce qu'on va y arriver? Écoutez, il y a quand même beaucoup de pays où on vit très bien, oui, mais c'est un beau pays, des dépenses publiques inférieures. Oui. Donc voilà, je ne suis pas une inconditionnelle d'Allemagne, mais c'est parce qu'on compare très souvent. Ils ont 8 points de moins de dépenses publiques. Ils ne sont pas sous-administrés, ils sont éclairés, ils sont soignés. Donc attendez, ça va. Donc il faut pas non plus. Oui, bien sûr qu'on est dans un beau pays. Enfin. Pour ne prendre que l'exemple de Paris, il est quand même de plus en plus sale. On n'a pas vu nos impôts locaux baisser. Attendez, donc voilà. Il est à la masse, le mec là-haut. Non mais il est à la masse, quoi. Vous pouvez plus aller gare du Nord, gare de l'Est, c'est juste le bordel complet. C'est-à-dire que tous les commerçants se plaignent parce qu'il a mis des trucs. Vous allez du côté entre la place Italie et Austerlitz là. Ouais. Alors, moi je suis en scooter. D'un côté c'est à droite, après il faut passer à gauche, il y a des bus partout, et il y a des bites au milieu de partout. C'est n'importe quoi, mais on se dit, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est fabuleux, parce qu'on sait qu'il y a 5 millions de voitures, je crois, qui rentrent dans Paris tous les jours, et on fait tout pour les faire sortir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, encore une fois, là-haut, il a bousillé les quais d'un côté, quand même, les quais, il a fait des barges, tu sais, vers le droite. Et là, on se dit, mais ça a coûté des millions, encore une fois. Mais est-ce qu'on va arrêter ça à un moment donné? Est-ce que vous montez dans un taxi, le mec vous dit, mais ils sont tarés à Paris. Eh ben écoutez, l'exemple de Paris est un bon exemple, mais c'est pareil au niveau national. Quand on écoute les gens, les braves gens, et ça n'est pas péjoratif, bien au contraire, dans ma bouche, on est étonné qu'il n'y ait pas plus de bon sens à un autre niveau, au niveau politique. Enfin, je veux dire, on est dans le bon sens, on n'est même pas dans l'idéologie politique. Ouais. On fait des choses qui sont absolument contre-performantes, qui ne sont demandées par personne. Oui, oui, mais c'est là où Delanoë, par exemple, il devrait prendre sa voiture et essayer de circuler en pleine journée. Il s'en fout, il a un pimpon devant lui. La problématique, mais encore une fois, de droite ou de gauche, c'est pareil. Les mecs, ils ont un chauffeur. Donc ils vivent pas la vie qu'on vit nous. Le problème, il est là. Moi, je prends avec moi sur mon scooter, j'y vais. Viens avec moi maintenant et on va faire le tour de Paris. Tu vas voir ce que c'est. C'est le bordel. Vous savez quoi? Scooter. Moi, je prends des prunes en scooter. Il y a de plus en plus de 2 roues. Il n'y a pas de parking de 2 roues. Il y a un parking sur une rue. Oui, c'est ça. Et vous mettez sur le trottoir, vous prenez une prune. Moi, je veux bien. On vend de plus en plus de 2 roues. On met pas les parkings adaptés. Il y a plein de choses comme ça. Là, on devrait le faire. Voilà. Il y a des trucs. Alors, autre chose, encore plus haut. On a quand même un homme politique français qui est le numéro 1, qui a une compagne. Cette compagne, elle a un bureau. Elle a des collaborateurs. Elle a des collaborateurs. Qui est-ce qui paye? C'est vous, Mathieu, Amilcar, moi, c'est tout. C'est vous qui nous écoutez. Mais elle prend l'avion avec le chef de l'État. Mais elle est même pas sa femme. À un moment donné, je me dis, mais merde, quoi. Donc, s'il faut, il va la larguer dans 6 mois, et on aura payé un truc, un bureau, une nana qu'on connaît pas. Et personne dit rien. C'est-à-dire que le journaliste de base, c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est moderne. Mais c'est pas moderne, putain. Merde, quoi. Je la paye, moi, cette nana. Elle a son bureau. Mais moi, si demain alors moi, vous savez quoi? Demain, je vais aller à l'Élysée, voilà. Bonjour, je voudrais un bureau avec 6 collaborateurs. C'est ça. Mais il faut que je me fasse sauter par Hollande. Non mais à un moment donné, mais c'est ce qui se passe dans l'absolu. Non mais c'est quand même, il y a même pas le respect de se dire attends, t'es pas ma femme, tu mets un peu sur le côté, tu vois ce que je veux dire, et puis voilà. Ça me paraît tellement logique, quoi. Il y a un rapport à l'argent de la part de ceux qui nous gouvernent qui est absolument étonnant. J'ai souvent des conversations justement avec les députés. On s'est battu sur ce qu'ils appellent l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Ouais. Ils ont une première enveloppe, une espèce de salaire, mais qui mérite. Ils travaillent, ces gars-là, en principe. La plupart, en tout cas. Et ils ont une indemnité de frais de mandat qui, elle, est non imposable et sur lequel il n'y a aucun justificatif. Ouais. Donc, ils peuvent aussi bien aller en vacances avec que payer leur permanence, qui est utile. Mais c'est comme la valise en liquide de chaque ministère, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent liquide. Ah oui, alors il y a de l'argent liquide. Mais alors, pour ce sujet de l'IRFM sur lequel on a rencontré des dizaines de députés, ils disent, oh là là, mais c'est un scandale, vous nous montrez du doigt, vous faites de l'antiparlementarisme. On leur demande juste que, comme dans n'importe quelle entreprise, le patron, il demande
demande des justificatifs de notes de frais. Mais voilà. Ça n'a quand même rien d'extraordinaire. En plus, ça remonterait leur cote auprès du public, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qu'il ait effectivement utilisé son indemnité pour se faire une piscine, pour qu'on dise oh tous des pourris. Pas du tout. Donc on demande une certaine transparence. Ils ont la gratuité des transports. Alors vous vous rendez compte, il faut quand même qu'on retourne dans notre circonscription. Je disais ça pour rebondir sur votre phrase, ils vivent pas comme les autres. Bah ouais. Qui n'a pas besoin d'un billet pour son travail de transport? Donc, à la limite qu'on leur donne une bonne indemnité, c'est souvent des fois ce que je dis, qu'est-ce qu'ils valent, voilà. Et après ils se débrouillent. Mais il a déjà son salaire, hein. Quand le mec il a 3 mandats, il a son salaire. Mais à un moment donné, moi j'ai ma boîte, je suis pas payé pour aller prendre un truc, c'est moi qui dépense, c'est ma boîte qui va dépenser. Si je vais aller voir une radio, je sais pas moi en Belgique, c'est moi qui vais payer. C'est la société qui va payer. Mais lui, il est payé pour ça. C'est-à-dire qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre et le crémier. Donc c'est plus possible, ça. Là, on est plus... Ça fait partie d'un de nos créneaux de combat principal qui plaît bien à nos membres. C'est que c'est une cible, c'est comme à Guignol. Hein. Les élus, ça marche à tous les coups. Et c'est dommage, parce qu'on en a besoin et que beaucoup font... Vous savez quoi, moi, des gens honnêtes. Je suis le premier à dire, je les admire pas, mais je les respecte parce que pour leur capacité de travail. Parce que les mecs bossent 23 heures sur 24, ils sont là tout le temps, on les appelle, etc. Mais en même temps, merde quoi, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise, il doit des comptes. Voilà. Et je trouve qu'on leur demande pas assez de comptes. C'est un peu ce qui me gêne, quoi. Voilà. Et il a mon porte-monnaie. Le problème, c'est qu'il a mon porte-monnaie. Et il a mon code de carte bleue. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui? J'ai la sensation qu'en fait, le politique, il a les codes de tous les cartes bleues. Et quand il veut faire enter, il fait enter quand il veut. Et à la fin du problème de l'année, c'est que c'est nous qui regardons notre relevé, on se dit putain, on est dans le rouge. Après l'addition. Non mais c'est vrai que c'est ce qui se passe, Benoît, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et là, je me dis mais merde quoi. Donc quand est-ce que ça va changer? Donc je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh ben voilà. Écoutez, en tout cas, on va être obligé de se séparer parce qu'on arrive au terme de cette discussion. Il est pratiquement 23 heures. Vous reviendrez. J'en suis persuadé. Avec plaisir. Benoît Taffin, porte-parole de Contribuables Associés. J'ai vu, il y a la revue là que vous avez. Elle sort tous les mois, elle sort tous les 2 mois. Alors ça s'appelait les dossiers du contribuable, ça va s'appeler les enquêtes du contribuable. Mais ça c'est un détail. On continue, on y traite un sujet par dossier. Et donc le dernier c'était tous ceux qui se payent des vacances aux frais de la République. Celui d'avant c'était sur les fraudes, aussi bien fiscales que sociales. Et donc le prochain c'est justement sur les privilèges de nos chers élus et il sortira le 15 octobre. Eh bien, vous viendrez à ce moment-là pour nous en parler ? Avec plaisir. Parce que là, je pense qu'il y aura des choses à dire. J'imagine que vous aurez des exemples.